Oumaïto, avec les associations en action, entrez dans la case avec Françoise Wedewea. Bonjour. Vous êtes bien sur NC Première. Bienvenue dans votre émission Oumaïto. Comprendre le monde dans lequel nous vivons, réfléchir sur une manière de produire et consommer autrement, plus respectueuse de l'homme, de l'environnement qui nous entoure, en privilégiant l'échange, la transmission de savoir pour valoriser, protéger, sauvegarder notre patrimoine nourricier, vers des pratiques écologiques et une solidarité locale et internationale, c'est le message de l'association Maleva. Avec nous aujourd'hui, Gabriel Colin-Pernet, trésorier de l'association, Frédéric Corbin, membre actif de l'association, Kevin Gallo, secrétaire de l'association Maleva. Alors bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Françoise. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation. Je salue au passage Monsieur Rémi Gazeux, qui est le président de l'association Maleva, ainsi que tous les bénévoles et les membres actifs de votre association. Alors pour commencer, je voulais vous poser la question, si vous deviez présenter votre association en 3 mots, lesquels choisiriez-vous? Je vais me lancer. Alors, 3 mots simples. Je dirais permaculture, agroécologie et solidarité. C'est vraiment, je pense, les 3 mots. Bravo. C'est ça, c'est pas mal. Qui englobe un peu tout ce que l'association, les actions de l'association en fait. C'est dans ces trois concepts. Ces trois concepts qui sont un peu liés aux 3 concepts de la permaculture. La permaculture repose sur 3 piliers et ces 3 piliers sont prendre soin de la nature et de l'environnement, prendre soin des hommes et partager équitablement. Donc on rentre vraiment dans ces notions d'agroécologie, de solidarité, de partage, d'alternatives écologiques. Que signifie Maleva ? Alors Maleva, c'est une contraction de 2 mots originaires d'une langue kanak de la province nord, qui viennent de Malep et de Va. Donc Malep c'est vivre et Va c'est la parole. Donc on peut dire parole de vie. Alors, en traduction. On peut en fait en dire plein de choses de cette contraction de 2 mots. C'est qu'en fait dans l'association, donc on parle énormément, on refait le monde en fait en quelque sorte, comme beaucoup d'entre nous je pense. Sauf que on fait vivre ce dont on parle et du coup ça se traduit en actions concrètes sur le terrain à travers tout le pays. Alors quelles ont été les raisons qui ont fait que cette association elle a vu le jour? Les raisons, c'est un constat que de nos jours la société va pas très bien, qu'il y a plusieurs défaillances au niveau de l'agriculture, ça va pas, il y a plein de produits chimiques, etc. Au niveau de l'habitation, etc. Il y a un moyen de faire mieux. Enfin, c'est. Il y a une dépendance permanente aussi à la société de consommation. Voilà. Et puis on est en fait considérés comme des consommateurs simplement, et je pense qu'on est plus que ça, donc c'est ça qui a fait que... Vous avez créé l'association pour être acteur? Voilà, aussi. Plus acteur pour choisir ce qu'on voudrait voir dans le monde, c'est-à-dire c'est nous qui faisons les choses pour que ça avance. Ouais, comme dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Voilà. Alors Frédéric, toi tu es... vous êtes... non, ça va. Tu es adhérente dans l'association oui. Maleva. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'adhérer à cette association? Alors, moi je suis dans l'association depuis le mois d'avril, donc c'est assez récent, ça fait même pas un an. Parce que j'ai découvert par hasard, je cherchais un changement dans ma vie, je savais pas quoi. Je savais que j'allais trouver quelque chose, mais je savais pas quoi. Et j'ai rencontré j'ai retrouvé une amie par hasard sur le marché qui m'a parlé du stage de permaculture.
et de cet éco-village qu'il y avait à la fois. Et j'ai voulu, en devenir ce projet d'éco-village. Et j'ai eu envie de découvrir ça, de savoir ce que c'était cette opportunité, puisque j'avais envie de changer quelque chose dans ma vie, donc pourquoi pas ça, juste voir. Et j'ai complètement adhéré parce que j'ai trouvé un moyen d'aller un petit peu à contre-courant de la société de consommation dans laquelle on est, et de trouver un autre moyen de vivre et d'être plus dans l'échange, dans le partage, dans la solidarité. Voilà, tout ça. Et je me trouve beaucoup plus à ma place aujourd'hui avec des gens qui sont dans la même dynamique que dans le supermarché, il faut que j'aille faire mes courses, que devant la télé. Alors, au niveau de l'association, quelles sont les actions, les objectifs de l'association Maleva? Alors les objectifs, c'est déjà l'objectif prioritaire, c'est vraiment promouvoir et mettre en pratique la permaculture et l'agroécologie, parce que ce qui est à la base d'une transition pérenne et durable, c'est vraiment prendre soin de l'environnement et des sols, surtout les sols, parce que ce sont les sols qui sont à l'origine de la vie sur Terre, hein. C'est le sol sur lequel poussent les plantes, dont les plantes se nourrissent, les animaux et nous-mêmes on se nourrit des plantes, et c'est ce qui est vraiment à la base du monde, le sol. Et c'est pour ça qu'en permaculture on apprend beaucoup de techniques pour prendre soin du sol, créer du sol et vraiment le multiplier, parce qu'on est dans une société où les sols se dégradent, que ce soit avec l'agriculture intensive qui est le modèle prédominant dans notre monde, mais aussi l'urbanisation massive, donc la construction massive d'habitats. Ça appauvrit les sols. Exactement, ça les approvise, surtout que ça les détériore, ça les détruit. Parce qu'on construit là où on pourrait cultiver, en fait. Donc du coup, on perd de la surface cultivable. Mais ça, c'est dans le monde entier comme ça. Je vais citer l'exemple de la forêt amazonienne, qui est détruite. Je crois que toutes les secondes, c'est l'équivalent d'une surface d'un stade de foot qui est détruit. Donc c'est colossal. Du coup, le sujet, c'était, les actions, les objectifs. Je me suis un peu éloigné. On parlait de la permaculture. Voilà, permaculture et agroécologie. Ensuite, c'est le partage et la solidarité locale et internationale. Donc, pourquoi internationale? Ça se traduit par notamment les liens qu'on entretient avec des associations hors territoire et aussi avec des intervenants extérieurs qui viennent avec nous pour dispenser des formations ou discuter, partager. On a eu notamment Bernard Alonso, permaculteur international canadien, qui est venu donc dispenser des formations en permaculture que justement Fred a suivi. Voilà, c'est par là qu'a démarré mon contact avec la sauce Maleva. C'est via le stage de permaculture d'avril, qui a duré 15 jours et par l'intermédiaire duquel on a découvert complètement un autre mode de vie, quoi. Et puis moi je dirais que il y a un autre objectif aussi de l'association, c'est de sensibiliser les gens. C'est pour ça que on fait souvent, là ces derniers temps, on a fait souvent de participer à des marchés ou des événements pour justement montrer aux gens que c'est possible de faire autrement. Et qu'est-ce qui vous anime quand vous allez là-bas, quand vous étiez bien présent là en cette fin d'année, notamment sur le rassemblement pour le collectif Calédonien Climat, voilà, merci. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne l'envie d'être là, présent à toutes ces manifestations? Alors moi, ce qui m'a motivée pour participer notamment à la journée de transition citoyenne de septembre et à la journée de l'environnement jeudi du centre-ville il y a quelques semaines là, c'est de transmettre aux gens cette envie d'entrer en transition. En fait, de leur expliquer à quel point c'est facile finalement, et de leur expliquer, parce que entrer en transition c'est bien joli, c'est une expression, mais on sait pas ce que ça veut dire, on sait pas par où commencer. Alors moi, quand je participe à ce genre d'activité, mon domaine à moi, c'est de présenter des boissons fermentées qu'on peut faire chez soi, plutôt que d'aller acheter des sodas au supermarché tout le temps, de gaspiller du plastique, des sodas dans lesquels il y a plein de produits chimiques. Et autant se faire ses propres boissons fermentées maison. C'est facile, c'est accessible à tout le monde, on a tous ces ingrédients chez soi, voilà, et c'est super bon en plus pour la flore intestinale, pour tout ça. Donc moi, ma partie, c'est ça. Et ce qui me motive, c'est
de permettre aux gens d'apprendre à fonctionner autrement et d'avoir une logique de consommation qui est différente. Consommer les produits qu'on fabrique soi-même ou consommer des choses qu'on va transformer soi-même et plus forcément aller au magasin pour tout et pour rien, quoi. Et donc c'est ça la transition, c'est changer son mode de consommation, oui. Sa façon de penser aussi. Principalement, oui. Donc moi, ça c'est pour cette raison que moi j'ai envie de participer à ce genre d'événement. C'est ma partie, on peut pas tout faire d'un coup. Gabriel, ça bien. Gabriel, ça va être plus les semences, j'imagine. Enfin, je l'espère. La transition, c'est aussi ne plus être justement dans la consommation pure et aussi redevenir producteur ou acteur. De ces légumes, ces boissons, je sais pas, ces meubles, enfin plein de choses quoi. Réapprendre un peu l'autonomie qu'il y avait il y a quelques dizaines d'années, c'est pas si vieux que ça, hein. Quand il y avait pas encore le supermarché, les gens ils étaient autonomes, hein. Et du coup revenir un petit peu vers le passé, ça permet d'avancer vers le futur finalement. Merci. On va faire une petite pause musicale. Donc on va écouter Sonny and Cher, Little Man. Umaito avec Françoise Wetewea sur NC Première. Nous sommes toujours sur NC Première avec l'émission Umaito, l'association Maleva. Donc tout à l'heure on parlait de permaculture avec Kevin. Est-ce que c'est possible de nous donner des exemples concrets? Parce que permaculture, c'est vrai que c'est un grand terme, mais concrètement, ça se traduit comment la permaculture? Alors déjà, je vais essayer de définir un peu ce qu'est la permaculture. Déjà, la permaculture, c'est une contraction de deux mots anglais, donc culture et permanent. Donc c'est en fait de la culture permanente. Et là où les gens c'est la culture de la permanence. Voilà, la culture de la permanence. On peut l'interpréter différemment. La durabilité. Ouais. Et là où les gens ont tendance à faire, pas fausse route, mais à vraiment limiter ce qu'est vraiment la permaculture, c'est qu'ils ont tendance à l'assimiler à l'agriculture écologique. Alors moi je fais de la permaculture. Alors que c'est pas forcément que ça. C'est pas du tout que ça. C'est pas du jardinage. Il y a ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Oui. Donc c'est un mode de pensée, c'est. Alors c'est philosophie. C'est plutôt une boîte à outils. Ça peut être une philosophie. On peut dire que c'est une philosophie, mais c'est surtout une boîte à outils qui nous permet vraiment d'agir vers une transition dans chaque domaine de la société. Donc ça s'applique à l'agriculture. Ça s'applique à une hygiène de vie, ça s'applique à l'habitat, ça s'applique aux énergies. Enfin, il y a vraiment tous les domaines de la vie qui rentrent dans le domaine de la permaculture et chaque domaine de la permaculture sur lequel on va agir va tendre à rendre ce domaine le plus durable, le plus écologique et le plus efficace. Même dans un groupe de personnes, un groupe de gens qui travaillent dans une même société, par exemple, si on arrive à créer un écosystème humain qui est équilibré, qui met en valeur les qualités et les compétences de chacun et qui fait monter une mayonnaise avec tout ça, en fait, ça marche aussi. C'est ce qu'on appelle la permaculture humaine, en fait. Et ça passe par une méthode de conception. Donc généralement, c'est aussi traduit sur des lieux de vie. Et donc sur un terrain, par exemple, on va avoir une méthode pour pouvoir aménager son terrain. Donc il y a une méthode. Donc ça prend en compte aussi l'aménagement du territoire, voilà, pour que ça soit plus... ça peut être efficace par rapport au soleil, à la lune. Pourquoi on met ça là? Pourquoi on met le poulailler là? Pourquoi on met la maison là? Pourquoi on met ça là? Il faut réfléchir pourquoi. Et on le positionne de façon à ce qu'il soit le plus efficace pour énergétiquement, mais aussi au niveau humain, c'est-à-dire que t'as pas à aller... si tu vas tous les jours au poulailler, tu ne mets pas à 300 mètres de chez toi. Pareil, les herbes aromatiques, on va pas les mettre au fond du jardin, on les met à côté de la cuisine, parce que quand tu fais la cuisine, t'as besoin du romarin ou du basilic, c'est juste à côté. T'es pas obligé d'aller à Dash, quoi. Sous la pluie ou là c'est juste à côté. Enfin c'est du bon sens, on va dire. Alors que les arbres fruitiers peuvent être loin, par exemple, parce qu'on y va une fois par an pour récolter. Voilà. C'est vraiment une conception pour essayer c'est une méthode de conception. Ouais. C'est un travail de zonage, en fait. On appelle ça faire des zones. Il y a les zones 1, zone 2, zone 3. C'est les zones dans lesquelles on va le plus souvent, le moyen souvent, très souvent. Enfin, et pareil, donc pour y parler du poulailler, c'est pareil, le poulailler, on se dirait, on va le mettre au fond là-bas parce que ça pue, c'est chiant. Pardon, je dis des gros mots. Mais en fait, pas du tout, parce que le poulailler, en fait, si on y réfléchit, on est obligé d'y aller au moins une fois par jour pour récolter les œufs. Il faut y aller aussi au moins 2 fois par semaine pour remettre des aliments, pour nettoyer, pour récupérer le fumier, pour le mettre dans le jardin. Donc ça veut dire que le poulailler doit pas être trop loin du jardin.
Enfin, il y a on peut faire sortir aussi les poules sur surveillance dans le jardin parce qu'elles vont venir manger les petites bêtes, elles vont venir un peu gratter la terre, enlever les herbes. Donc il faut pas non plus que ce soit trop loin. Il faut que ce soit. Enfin, il y a beaucoup de choses à réfléchir en fait. C'est pensé pour améliorer aussi la vie de l'homme. Penser en amont. Pensez en amont les choses. Pensez le bon sens en amont. Par exemple, alors moi je vais vous donner un autre exemple. Alors c'est de la permaculture, mais vous allez voir à quel point ça peut être du détail. Ça n'a rien à voir avec le jardin. C'est pas la première fois que je viens chez NC Première et je sais qu'ici quand j'ai soif, il faut que je prenne un verre en plastique pour mettre de l'eau dedans. Et ben j'ai ramené mon verre de chez moi, mon verre en verre. Comme ça, je ne consomme pas de verre en plastique aujourd'hui. Bah ça c'est une partie de la philosophie. On réfléchit avant. On sait où on va aller, on sait ce qu'on fait. Et ben on pense avant à comment gérer pour éviter de créer des déchets. Ouais. Alors, il y a un autre aspect aussi au niveau de la permaculture humaine. Je vais appliquer ça à NC Première vu que voilà, ça va vraiment parler à tout le monde. Okay. C'est le terme de niche humaine, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains différents. On a tous des compétences, on a tous des domaines dans lesquels on excelle vraiment ou qui nous font plaisir, dans lesquels on aime travailler. Donc, admettons, voilà, le chef de NC Première, ça va être vraiment celui dont sa niche c'est gérer, manager. Après, il va y avoir les animateurs, ceux qui ont vraiment la tchatch, qui savent parler, qui savent échanger. On va avoir ceux qui sont en arrière-boutique dans les ressources humaines pour vraiment gérer et faire de l'administratif. Chacun est dans sa niche, chacun est heureux de faire son travail, chacun est heureux de mettre ses compétences au service d'un job qui leur correspond et pas le contraire. On va pas demander à la comptable d'être animatrice parce que c'est pas sa niche. D'accord. Voilà. En fait, c'est vraiment adapter l'environnement à l'homme ou c'est s'adapter dans l'environnement plutôt que on fait tout dans la société, c'est ça, on utilise la nature, on exploite la nature et là on essaie de s'adapter dedans et ne pas la déranger. Voilà. Et puis arrêter de faire des choses qui sont contraignantes pour nous en fait. Si on identifie vraiment ce qui est important pour nous et ce dans quoi on est compétent, on va arrêter d'aller se fourrer dans un job fourre-tout pour gagner des sous. Il faut choisir quelque chose qui nous convient vraiment et on sera beaucoup plus efficace si on y arrive à trouver. Voilà. Après, et c'est pareil dans tous les domaines. Facile. Non mais je sais. Non mais après voilà, je suis aussi dans l'idéalisme. C'est dans l'idéal. Mais il faut, si on se sent bien dans ce qu'on fait, on le fait mieux. C'est sûr. Alors, vous avez des projets avec l'association Maliva, notamment la Maison de la Semence. Alors, je vais me tourner vers Gabriel, puisque tu es le porteur du projet Maison de la Semence. Alors, d'où vient cette idée ? L'idée, c'est que, en fait, c'est de la situation mondiale, toujours pareil. Il y a des multinationales qui brevettent le vivant, donc ils créent des graines, et des graines OGM. Et donc, ils obligent les gens qui utilisent ces graines à payer tous les ans une redevance pour pouvoir utiliser ces graines. Des graines stériles. Les graines en plus qui sont généralement stériles, donc non reproductibles. Et donc, face à ce constat, il y a les gens, le peuple. Donc nous aussi, on a décidé de faire une action pour justement aller contre ça et multiplier. Et les semences, ici on est en Nouvelle-Calédonie, donc localement, qui sont reproductibles, qui sont là depuis longtemps, qui sont adaptées à notre pays, à notre climat, etc. Et donc c'est parce que quand on peut reproduire ces graines, on est autonome et on n'a plus besoin d'aller au magasin pour acheter des graines. Ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Voilà, et donc en plus on est une île ici, on est une île. Donc ça veut dire qu'on importe déjà 80% de notre alimentation. Donc si on peut faire nos semences et être autonome à ce niveau-là pour pouvoir produire des légumes qui sont en plus adaptés à nos pays, parce que quand on prend des graines de l'extérieur, ça prend du temps à adapter au pays parce qu'elles viennent d'Europe, etc. Donc là, elles sont déjà adaptées, qu'elles poussent pour certaines toutes seules, on n'a même pas besoin de s'en occuper, que ça fait à manger. Et donc voilà. Et la maison de la semence, il y en a une ? Il y en a deux maintenant. Il y a une on avait créé la première à Rivière-Salée, dans la province sud, et le week-end dernier, il y en a une autre qui s'est créée à Thiéta, à Vaud. À Vaud. Et donc voilà. Et donc, comment ça se passe en fait dans la maison de la semence ? Donc une maison de semence, donc c'est un endroit où on va partager, échanger des semences reproductibles, locales, et en plus des savoir-faire sur ces graines ou sur ces plantes qui sont associées aux graines, c'est-à-dire les plantes médicinales, alimentaires, mellifères, tinctoriales, etc., qui ont plein de propriétés
Et donc on va s'échanger ça pour dire comment toi tu fais pour la cultiver et qu'est-ce que tu fais. Tu mélanges tant de grammes de ça avec ça te fait bien pour la peau, etc. Des propriétés. Donc le but c'est d'échanger pour pouvoir partager et que tout le monde se réapproprie aussi la façon de se manger, de se guérir, etc. Donc ce projet-là, il est en partenariat, il est lié aussi à votre autre projet, Les Plantes à nous. C'est le même, c'est un projet imbriqué, on va dire. Imbriqué, d'accord. C'est imbriqué, c'est-à-dire que Les Plantes à nous, c'est en fait le but du projet Plantes à nous, c'est de faire appel à toutes les communautés de la Calédonie qui ont des graines et des semences depuis des générations chez eux et de pouvoir les partager et les échanger. Et donc pour que chacun se réapproprie ces graines-là et dise c'est les plantes à nous, au pays quoi. Et donc on le fait par le biais des maisons de semences. Donc là c'est le début. Et donc voilà, c'est un projet plus vaste, mais on le fait par les maisons de semences. Donc là c'est le début du projet, il y en a 2, il y en aura sûrement plusieurs autres dans tout le pays quoi. Et la population elle est sensible à ce genre de projet ? Quand vous en parlez de plus en plus parce que les gens comprennent que manger des plantes qu'on achète souvent qui sont OGM par exemple quand on achète des plantes qui sont OGM qui sont stériles ça nous rend stériles. Au bout d'un certain temps on se rend compte qu'il y a déjà 30% de stérilité par rapport à il y a 10 ans, quelque chose comme ça, je connais pas bien les chiffres Donc oui, c'est important de cultiver ses propres plantes qui soient pas OGM, c'est important de transmettre les savoirs aussi pour que les gens... C'est vrai qu'ils se perdent les savoirs. Mais c'est ça le problème, c'est que si on n'en parle pas, si on prend trop d'habitudes de consommation standard, on perd les savoirs. On sait plus que le Miché c'est hyper efficace pour soigner les bobos, que l'aloès, tout le monde connaît l'aloès, mais c'est très très loin d'être la seule plante. On peut utiliser la feuille d'ambrevade, on peut utiliser les feuilles de corosol. Oui, voilà, mais il y a énormément de choses. Etc. Il y a plein le de choses. thym martiniquais, moi je fais du sirop de thym martiniquais et je m'en sers pour soigner mes maux de gorge, ma toux, tout ça. Et ça, c'est des choses plutôt que d'aller à la pharmacie. Mais on a ce qu'il faut dans le jardin pour se soigner. Alors faisons-le. Et tout ça, ça passe par la transmission des savoirs. Et les gens comme ça peuvent ensuite être autonomes. Le but, c'est de viser autant que possible l'autonomie individuelle. Voilà. Et ça attire les gens parce qu'on se rend bien compte que dans la société, il faut toujours payer, quoi. Et ça attire les gens parce que à chaque fois qu'on intervient, par exemple à la journée de l'environnement ou à la JTC, etc., on a fait des échanges de semences et on a bien vu par exemple à la journée de transition citoyenne qu'il y avait énormément de monde. Ouais. On n'a pas désempli de toute la journée, on était à fond à donner des graines. Et puis maintenant, là récemment sur les derniers, on va dire pas festival mais journée, marché, journée, on a mis à chaque fois des graines et à chaque fois les gens ils viennent, ils prennent, ils sont intéressés, ils posent des questions, etc. Donc toujours dans le partage. C'est en plus, et des fois certains sont choqués parce que c'est gratuit. Nous on donne. Et il y en a d'autres qui ils sont un peu gênés de prendre. D'habitude ils achètent. D'habitude c'est toujours acheté. Et là voilà. Et dans la maison de semences, vous plantez aussi ou vous faites juste la récolte et puis le partage de graines, ou est-ce que vous plantez aussi Là pour le moment, c'était la dernière journée, il y avait un groupement de personnes qui chacun amenait des semences de chez lui. Et donc c'était le partage. Après dans une maison de semences généralement c'est planté. Donc après en fonction des gens, en fonction de leur disponibilité, parce qu'on fait pas ça à plein temps, c'est plus ou moins planté en fonction donc généralement oui, c'est un endroit où tu reproduis au moins des semences quoi. Après Et j'aimerais ajouter que le but de ces maisons de la semence est vraiment vraiment important et va vraiment au-delà de ce qu'on a pu dire. C'est que les gens s'intéressent, mais je pense qu'à un moment donné, les gens vont être obligés de s'intéresser. Ouais. Parce que au-delà de l'autosuffisance alimentaire, donc l'autosuffisance alimentaire, c'est à l'échelle d'un foyer, quelqu'un qui produit ses propres fruits et légumes et qui les mange toute l'année, qui n'a pas besoin d'acheter. Mais au-delà, il y a la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est à l'échelle d'un pays. Et j'aimerais que tous ceux qui nous écoutent aient conscience que si du jour au lendemain, il y a des problèmes dans les autres pays, qu'on vient dans une période de crise où du coup il n'y a plus d'importation, on n'a plus rien à bouffer sur le territoire, plus rien. On n'a plus rien à bouffer parce que la plupart des semences sont des semences F1 stériles et il n'y aura pas assez de semences ici pour
qu'on puisse tous subvenir à nos besoins, pour que tous les agriculteurs puissent produire suffisamment de nourriture pour tout le pays, pour tous les Calédoniens. Donc, comme disait John Moore, en fait, voilà, je voudrais aussi remercier John Moore, hein, c'est un intervenant du Japon, qui est sur le territoire actuellement et qui a fait pas mal d'actions avec nous, hein, qui a été invité par une autre association, mais qui est très très actif avec nous, qui a créé une association au Japon qui s'appelle Seeds of Life, donc c'est-à-dire les graines de vie. Donc qui promeut énormément donc les semences du Japon, donc reproductibles, et aussi dans la notion de souveraineté alimentaire. Et il nous a bien fait comprendre que dans tous les pays du monde, on avait 5 ans à tenir si jamais rien ne changeait, avant qu'il y ait vraiment un énorme problème d'alimentation dans le monde entier. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, on est déjà en train de consommer la nourriture et les graines de nos petits-enfants. D'accord, donc il y a vraiment ce projet-là, ça permet de faire prendre conscience aux gens de l'importance de planter, de les inviter à participer. Oui, je voulais juste dire aussi par rapport à ce projet, c'est aussi protéger et sauvegarder notre patrimoine. Bien entendu. Patrimoine. Ça fait partie, oui. Ça passe complètement par là. Et puis il faut comprendre que si, voilà, par rapport à 5 ans, si on veut être sûr d'avoir des fruits à manger dans 5 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut planter les arbres. Parce que les arbres, ils donnent pas dans l'année, quoi. Hein. Il faut quelques années avant qu'ils commencent à donner. Donc plantez des arbres si vous avez des espaces verts, si vous avez des gazons, si vous avez de l'herbe à couper tous les 15 jours, là, et que, voilà, arrêtez de laisser cette herbe-là et plantez du jardin, plantez des choses que vous allez consommer, achetez des plantes qui soient comestibles, plus des plantes ornementales, les plantes comestibles. Tant qu'à faire, ça prend le même espace et en plus vous venez rester dessus. C'est hyper important, il faut vraiment que les gens comprennent ça. Alors, avant de revenir sur un autre projet que vous avez, l'écolieu de la Forêt Noire, à la fois, on va se passer une petite musique et on va aller vers Lifou avec le groupe Nairouz et leur titre Poète. Oumaïdo avec Françoise Wedewea sur NC Première. Et de retour sur NC Première avec Frédéric, Gabriel et Kevin, l'association Maleva. Je vais donner la parole à Frédéric qui voudrait ajouter quelque chose. Oui. En fait, je voudrais revenir sur cette histoire des 5 ans dont parlait Kevin juste avant, par rapport à notre souveraineté alimentaire et les graines. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Je pense que vous en avez déjà parlé dans l'émission d'hier avec Stop OGM, mais aujourd'hui, il y a 90% des choses qu'on mange qui viennent des graines des multinationales comme Monsanto. En parallèle de ça, en ce moment, Monsanto, par exemple, est en train de perdre de plus en plus de procès contre des gens, comme des viticulteurs ou des choses comme ça, qui se sont fait empoisonner par leurs produits et qui gagnent des procès contre Monsanto. Et plus le temps va passer, plus ça va faire boule de neige, plus Monsanto va perdre de procès, plus les populations vont prendre conscience de les choses, et plus les sociétés comme Monsanto et autres vont arriver à se casser la binette. Du coup, comme c'est eux qui nous fournissent 90% des graines qui permettent notre alimentation, s'ils se cassent la binette, ça veut dire que on n'aura plus rien à manger dans quelques années. Et ça va venir beaucoup plus vite que prévu. Donc il faut absolument qu'en parallèle de ces semences hybrides ou F1, voilà, en parallèle de ça, nous, il faut qu'on se fabrique notre îlot de survie, en quelque sorte. Et ça passe par les maisons de semences comme celle de Maleva, où on va pouvoir continuer, en parallèle de ça, à avoir des semences naturelles qui vont nous permettre de continuer à avoir une alimentation saine et une alimentation tout court d'ailleurs dans les années à venir, quand on n'aura plus de graines qui viendront des multinationales. Voilà. Donc il faut absolument comprendre que aujourd'hui, les graines en parallèle des multinationales, c'est essentiel de les préserver et de les faire partager. Voilà, c'est tout. Alors vous avez donc pour projet, c'est pas encore opérationnel, donc l'écolieu de la Forêt Noire qui est située vers la Foix. Dans l'idée, en fait, c'était quoi le concept de cet écolieu? Déjà, c'est quoi un écolieu? Alors, vas-y. Alors en fait, un écolieu, physiquement c'est un terrain qui est partagé par plusieurs personnes, donc on appelle une communauté autonome, parce que le but c'est quand même de viser l'autonomie à 100%. Alors attention, autonomie veut pas dire rompre tout contact avec l'extérieur.
Ça, c'est plutôt l'autarcie. Là, c'est vraiment l'autonomie. C'est-à-dire qu'on s'interdit pas les échanges avec l'extérieur. Oui. Mais on est autonome au niveau alimentaire, au niveau énergétique, au niveau habitat. Et de l'eau. Donc, voilà, c'est ça que vise un écolieu. Donc, sur ce terrain, en fait, le terrain va être complètement préservé, complètement aménagé pour permettre à chaque habitant de la communauté de vivre en autonomie avec tout le monde. Et à la fois, c'est ce qui se produit actuellement. Il y a des habitants dans la vallée de la Forêt-Noire qui sont presque quasiment en autonomie. Il y a des toilettes sèches, il y a des cultures vivrières, il y a des douches phytoépuration, il y a des locaux communs qui permettent à chacun de vivre en commun et de partager. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà véritablement actif. Mais c'est encore en construction. Et ça va pas forcément se cantonner à Forêt-Noire. Ça va probablement être amené à se développer, partout ailleurs. Sur le territoire. Exactement. Je tenais à rajouter que donc quand on utilise le terme communauté, il faut pas voir la chose comme on habite tous ensemble, quoi. C'est pas ça. C'est-à-dire que c'est un terrain qu'on partage et dans le cadre de ce partage-là, en fait, chaque habitant ou chaque foyer on lui alloue une parcelle de terrain, donc c'est sa partie. Chacun a son intimité. Voilà, chacun a son intimité. C'est-à-dire que si la personne n'a pas envie de voir la bande, il peut rester chez lui tranquille. Il n'y a pas de... C'est pas... voilà. Vous organisez... Pas l'auberge espagnole. Voilà. Vous organisez aussi des formations au milieu tribal ou au milieu rural. Comment les gens y réagissent quand vous venez leur apporter justement toutes ces techniques, cette nouvelle façon de penser? Alors en fait, parmi les membres de Maleva, il y a plusieurs membres qui sont, qui ont obtenu le certificat, le permaculture design course, donc cours de permaculture. Moi je l'ai. Voilà, Frédéric elle l'a, Gabriel il l'a. Moi j'ai suivi le stage urbain en permaculture. Et ça permet donc de transmettre, de former. Ça permet d'être des designers en permaculture. C'est-à-dire qu'on a appris comment mettre en place un écosystème viable. Peu importe dans quel domaine il s'agit. C'est-à-dire que si j'ai un pote qui me dit j'ai un jardin aménagé, je sais pas trop où quoi mettre, je vais pouvoir aller chez lui, regarder comment vient le vent, comment vient la lumière, s'il y a et l'aider en fait à mettre en place. Pareil, on peut faire aussi la mise en place d'un écosystème humain. J'en parlais tout à l'heure. Mettre en valeur les compétences de chacun pour former cette mayonnaise qui va faire que ça va fonctionner. C'est ça qu'on a appris en fait. Et puis, du coup, avec ce PDC là, le permaculture des animaux, ça permet aussi de pouvoir dispenser des initiations. Après, il faut pouvoir se sentir capable de faire ça. Et voilà. Faut être pédagogue dans l'âme aussi. Oui, voilà. Mais après, j'ai envie de dire, on est tous des formateurs dans l'âme, quels que soient nos domaines quels que soient nos domaines où on est le plus compétent, nos domaines de prédilection, quels que soient les domaines de la société, on est tous des formateurs dans l'âme. Moi, je suis contre cette idée d'avoir un papier signé par une académie, une école, un certificat pour dispenser des cours. Non, ce qui est important, c'est le résultat. Si un formateur est bon, s'il est bon pédagogue, et si les personnes qui suivent les cours sont satisfaits, sentent vraiment qu'ils ont appris des choses, qu'ils peuvent le mettre en pratique, c'est ça qui est le plus important. Voilà, ça se verra. De toute façon, ça se verra. Et en fin de compte, c'est ce qui est vu. Toutes les formations qu'on a dispensées, tout le monde, c'est unanime. Tout le monde était très très satisfait des formations qu'on a dispensées. On va bientôt arriver au terme de notre émission. Il nous reste quelques petites minutes. Trop court. Rapidement, le bilan de cette année pour vous? Super positif. On a fait pas mal de choses. Notamment, on a organisé des formations, 3 formations, des conférences. On a organisé la journée de transition citoyenne au mois de septembre. On a participé à des journées de l'environnement, la ferme rurale. Il y a plein de nouveaux adhérents. Voilà, ça, c'est bien, ça montre que Maleva, on doit être pas loin des 150. 170, je dirais. 170, voilà. Et ça booste, il y a une bonne énergie dans le groupe des membres actifs, on va dire, des amis de Maleva, comme on les appelle, plutôt que membres. C'est plus convivial. C'est plus convivial, c'est sûr. Et voilà, donc on est super contents, pourvu que ça dure. Alors Pardon. Vas-y Kevin. On arrive à mesurer l'intérêt que les gens portent à notre association sur notre site internet qui a été créé il y a un peu plus d'1 an. Et là qui commence vraiment
avoir un certain nombre d'abonnés. En nombre de vues du site, ça explose. Donc les gens s'intéressent vraiment, ils participent de plus en plus au site internet. Les amis de Maleva, vos objectifs pour l'année prochaine, vous avez déjà une feuille de route ou des événements déjà Il y a quelques projets, mais là pas encore. On finit l'année déjà, ça sera déjà bien. Mais il y a la maison de semences qui est engagée. Il y en aura sûrement d'autres à venir, enfin des réunions et aussi des créations de maisons de semences. Enfin, pour ma part, là, dans le sud, il y aura une réunion tous les mois. Sur la maison de semences. Après, il y aura sûrement, on va essayer d'organiser l'année prochaine peut-être une autre journée de transition citoyenne, voire un festival de la transition ou quelque chose comme ça. Après, entre ça, c'est à créer, c'est à voir. On va se réunir en début d'année pour... Il y a peut-être des idées, on pourrait peut-être faire des parallèles avec d'autres assos. Par exemple, il y a Free Your Stuff qui est une gratiféria. En fait, on amène nos choses et puis on prend des choses, mais c'est toujours gratuit. Et il y a une autre association à laquelle je viens de prendre part, en fait, qui s'appelle Fleur de Niaoli. C'est une monnaie alternative. Donc ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant à mettre en place, c'est de peut-être faire des liens entre les associations. Monnaie alternative, c'est quand même vachement chouette. Hein. En fait, on a une association qui fonctionne sur le mode de la permaculture, comme on l'a décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque membre apporte ses compétences. Voilà, exactement. Et chaque membre, s'il a envie de nous soumettre un projet et qu'il a envie d'être le porteur de projet, on va le suivre, on va l'aider à mettre son projet en place. Et c'est exactement comme ça que toutes les actions se sont passées dans notre association. Ouais, il y a un porteur, il y a des gens autour qui le soutiennent. Alors, pour terminer, je vais vous laisser la parole. Alors, quel est votre message, le message que vous voudriez faire passer aux auditeurs, là, Frédéric? Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Merci. Arrêtez d'attendre que ça vienne de la politique. Faites-vous. Kevin? Alors moi, je vais reprendre quelqu'un que j'aime énormément, dont j'aime énormément le message, c'est Pierre Rabhi, qui a initié le mouvement Colibri international. Pierre Rabhi qui disait je suis pas venu dans ce monde pour augmenter le produit intérieur brut de mon pays. Je suis venu dans ce monde pour vivre. Donc, c'est magnifique. C'est exactement le message que j'adore transmettre. Ouais. Et moi j'ai envie de dire, faut agir, il faut faire les choses, il faut expérimenter, il faut engager quelque chose, il faut devenir acteur. Voilà. Pas attendre que ça tombe du ciel. Exactement. Que ça tombe du gouvernement. Voilà. Alors, je vous remercie à tous les trois d'être venus parler de vos actions. Merci de nous avoir invités. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, de vos convictions, de vos projets. Alors, si vous êtes intéressé par le travail que fait l'association Maleva, ils ont leur site internet assomaleva.wordpress.com qui est très intéressant. D'ailleurs, je vous conseille d'aller le regarder parce qu'il est bien fait. Il y a aussi un compte Facebook. Ah, parce que c'est Kevin en plus qui le fait. Oui, c'est Kevin. Bravo. Ouais, d'ailleurs, il faut que je te donne les recettes du kombucha et ginger beer là, à mettre dessus. Il y a également le compte Facebook Maleva. C'est ça. Donc encore merci à tous les trois d'être venus pour nous partager vos expériences et puis vos convictions.